En 3 ans, un Burkina Faso que beaucoup disaient à genoux voit pourtant ses puits, ses marchés et ses écoles reprendre vie. Pourtant, derrière la statistique brutale d'un tiers du territoire jadis hors de contrôle, se dresse aujourd'hui un autre chiffre, tout aussi massif, plus d'1 million de déplacés rentrés chez eux. Entre ces deux nombres se dessine une question simple mais décisive pour chaque observateur. Que révèle vraiment cette trajectoire et jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il déplacer le centre de gravité du pays ? Car si la peur recule, c'est l'idée même de souveraineté quotidienne qui semble changer de visage. Ce récit promet de dépasser le simple bilan sécuritaire pour suivre, pas à pas, la mécanique profonde du redressement burkinabé. Dans les minutes qui viennent, le regard va passer des chiffres officiels aux gestes concrets qui font renaître des villages entiers. Le but est clair, comprendre comment un pays présenté comme brisé a pu, en si peu de temps, rouvrir des routes, des puits, des classes et surtout restaurer la confiance des habitants. Ce parcours éclairera le rôle d'une stratégie en double couche, où la défense active se prolonge en présence durable, mais aussi la place occupée par les instituteurs, mécaniciens, paysans et comités locaux. En suivant ce fil, le spectateur pourra mesurer ce qui se joue réellement derrière les formules sur la souveraineté, loin des regards extérieurs. Reste une interrogation qui sous-tendra tout le récit. Ces acquis construits sous pression autour d'Ibrahim Traoré peuvent-ils résister au temps, aux chocs climatiques et aux tensions régionales ? La première surprise tient moins aux chiffres qu'à la vitesse du retournement. Dès 2022, plus d'1 tiers du Burkina Faso échappait au contrôle de l'État, et pourtant 3 ans plus tard, plus d'1 million de déplacés avaient déjà retrouvé leur village. Ce contraste brutal, que beaucoup à l'étranger peinent encore à saisir, oblige à regarder au-delà du récit d'une simple reconquête militaire. Car sur le terrain, ce n'est pas seulement une carte sécuritaire qui a été redessinée, mais une véritable architecture sociale, méthodique et patiente, presque invisible depuis l'extérieur. Les autorités ont parlé de défense active et de présence durable pour décrire cette mécanique en 2 couches. La première, armée, rouvre les routes, sécurise les zones rouges, déploie 28 bataillons de réaction rapide pour rouvrir les couloirs humanitaires et empêcher le retour des groupes armés. La seconde, civile, garde les puits, répare les écoles, protège les marchés, accompagne les coopératives agricoles qui remettent les champs en culture. Chaque corridor sécurisé devient ainsi le point de départ d'un chantier collectif où gendarmes, volontaires, paysans, techniciens et associations locales avancent à la même cadence. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef de guerre solitaire, mais comme l'articulateur d'un système qui cherche à transformer toute victoire tactique en gain social durable. Les villages du Nord, autrefois marqués par les tirs nocturnes et les routes désertées, voient revenir les rires d'enfants sous les manguiers, les marchés hebdomadaires, les offices religieux et les réunions de comités communautaires. Les Burkinabés parlent du retour de la vie, là où nombre d'observateurs internationaux continuent de débattre de militarisation ou de risque d'autoritarisme. Entre ces deux lectures se creuse une fracture silencieuse. D'un côté, un pays qui se reconstruit en s'appuyant sur sa propre logique et ses propres relais locaux, de l'autre, un monde habitué à mesurer la stabilité à l'aune de ses standards, de ses tableaux de bord, de ses inquiétudes géopolitiques. Dans les premiers villages stabilisés, la trajectoire du pays se lit d'abord à travers des figures discrètes, celles qui transforment une orientation nationale en geste quotidien. À Waïgouya, une institutrice revenue après 3 ans d'exil a rouvert une classe sous un toit de tôle, accueillant 40 enfants dont les familles hésitaient encore à revenir. Son retour n'a pas seulement rendu l'école fonctionnelle, il a rétabli un cercle de confiance dans un quartier où l'enseignement était silencieux depuis des années. Son geste traduit une idée simple. Une salle de classe rouverte peut suffire à réamorcer la respiration d'un village. Plus au sud, dans la région du Mouhoun, un jeune mécanicien issu d'un programme d'agro-restauration s'affaire chaque semaine sur des pompes à eau rapportées des hameaux voisins. Son atelier, minuscule et saturé d'outils usés, fait pourtant la différence. Chaque moteur réparé redonne de l'eau potable à des dizaines de familles. Pour lui, remettre une pompe en marche n'est pas un acte technique, mais un acte de continuité sociale qui relie sécurité et vie quotidienne.
Ces trajectoires individuelles expliquent pourquoi les premières zones sécurisées ont vu réapparaître marchés, cuisines communautaires et coopératives agricoles. Les villages qui, hier encore, se vidaient au coucher du soleil, voient aujourd'hui les étals de mil rouvrir, les troupeaux revenir et les réunions de comités locaux se tenir de nouveau. Ibrahim Traoré supervise la cohérence générale, mais ce sont ces acteurs de terrain qui incarnent la transition entre protection et reconstruction. Il rappelle que la stabilité ne résulte pas uniquement d'une stratégie, mais d'une chaîne d'initiatives ancrées dans la vie ordinaire. Tout commence par un effondrement silencieux. En 2022, les routes se fragmentent, les marchés se vident, les villages du Nord s'éteignent au crépuscule. Les administrations locales se replient vers les villes, laissant des pans entiers du territoire aux groupes armés. Les habitants fuient, les cultures se perdent, les écoles ferment, l'atmosphère est lourde, faite d'incertitudes et d'attentes. Le pays n'avance plus, il s'effrite. Le déclencheur survient lorsque les autorités imposent une logique d'urgence. L'idée est simple, mais radicale. Rien n'est possible sans sécurité préalable. Ibrahim Traoré fait activer la première couche, strictement militaire. Les bataillons de réaction rapide sont formés, équipés et déployés en séquence serrée. 28 unités se mettent en mouvement. Elles progressent vite. Elles rouvrent des routes nationales jugées impraticables. Elles dégagent des corridors où l'aide humanitaire peut circuler sans escorte massive. Chaque opération est brève, nette, coordonnée. La reconquête n'est pas spectaculaire, elle est mécanique. Le point de bascule apparaît lorsque les premières localités se sentent protégées. Les unités mobiles de gendarmerie et de police complètent les bataillons. Elles sécurisent les carrefours, surveillent les axes secondaires, accompagnent les habitants dans les retours progressifs. La peur ne disparaît pas totalement, mais elle perd son emprise. Les familles reviennent, d'abord prudemment, puis avec une régularité nouvelle. Là où les toits étaient abandonnés, on entend de nouveau les marteaux des réparations. Le mouvement s'accélère lorsque la seconde couche s'active. Les soldats ne se retirent pas après la sécurisation. Ils restent, ils réparent, creusent, transportent, supervisent. Chaque puits remis en service devient un point de rassemblement. Chaque classe reconstruite attire les enfants du quartier. Chaque marché rouvert ramène les flux économiques. Le redémarrage prend la forme d'une chaîne d'action courte, sans discours, où chaque geste produit un effet concret. C'est là que la dynamique sociale prend le relais. Des coopératives agricoles remettent les champs en culture, soutenus par des techniciens locaux. Des comités communautaires organisent l'accueil des familles qui reviennent. Les artisans réinstallent leurs ateliers. Les troupeaux reconstitués reprennent les chemins des pâturages. Le chaos initial se transforme lentement en activité, en bruit, en routine. La montée en puissance survient lorsqu'un million de déplacés rentrent chez eux. Les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le véritable tournant est psychologique. La population cesse d'attendre un secours extérieur. Elle recommence à se projeter. Elle réoccupe l'espace. Les villages reprennent leur forme originelle, avec leurs marchés hebdomadaires, leurs lieux de culte, leurs écoles, leurs comités mixtes. La présence de l'État devient visible non par l'autorité, mais par la continuité. À ce stade, le pays orchestre un mouvement d'ensemble. Ce n'est plus seulement une stratégie militaire, c'est un système où chaque victoire tactique se transforme en chantier civil. Les zones stabilisées attirent les activités économiques. Les routes rouvertes reconnectent entre les régions. Les écoles rénovées créent un horizon pour les jeunes. Ibrahim Traoré coordonne cet enchaînement, mais la dynamique repose sur une multitude d'acteurs locaux qui prolongent chaque avancée. La Dushan n'est pas un retour au désordre, c'est l'expansion du rétablissement. Un marché rouvert entraîne la reprise du transport. Un puits réparé relance l'agriculture. Une classe réhabilitée renforce la cohésion. La stabilité devient cumulative. Elle s'étend par capillarité de village en village jusqu'à ce que le pays retrouve un rythme cohérent. La trajectoire récente du Burkina Faso se lit d'abord comme une transition nette entre un point de départ fragile et un état présent plus structuré. La logique baseline, delta, a été claire. Le pays partait d'un vide sécuritaire étendu, puis a progressivement reconstitué un réseau de stabilité appuyé sur des actions simultanées, civiles et militaires. Ce changement ne repose pas seulement sur des récits locaux,
Il s'appuie sur plusieurs indicateurs concrets qui permettent de mesurer l'ampleur réelle du redressement. Ces données créent un socle d'observation solide, utile pour comprendre la portée des décisions prises depuis 2022. Premier indicateur, le retour massif des déplacés. Plus d'1 million de personnes sont revenues chez elles. Ce chiffre traduit un basculement collectif. Lorsque la sécurité devient tangible, les populations reprennent possession de leur espace quotidien. Cette donnée reflète surtout une dynamique profonde. Les familles n'attendent plus une stabilisation extérieure, elles réinvestissent immédiatement les villages. Elle signale aussi une réactivation sociale rapide. Les activités économiques et communautaires reprennent dès que la présence militaire se transforme en présence civile. Deuxième indicateur, la remise en service d'infrastructures essentielles. Plus de 300 écoles ont été réhabilitées. Cette donnée montre que l'éducation redevient une fonction vivante, pas seulement une structure administrative. Elle indique une continuité retrouvée. Les enfants rejoignent de nouveau des espaces d'apprentissage stables et accessibles. Elle rétablit une cohésion locale. Chaque école rouverte entraîne la reprise de routines quotidiennes et renforce les liens communautaires. Troisième indicateur, l'accès à l'eau. Environ 700 puits ont été remis en fonctionnement. Ce nombre traduit un ancrage matériel du redressement. L'eau sécurisée stabilise immédiatement les familles. Il révèle une réorganisation pratique. Chaque puits opérationnel réduit la dépendance au déplacement de. Il catalyse aussi la production agricole. L'accès régulier à l'eau soutient la reprise des cultures vivrières. Pris ensemble, ces trois indicateurs forment un schéma cohérent. Ils ne décrivent pas une amélioration isolée, mais un mouvement circulaire. La sécurité attire la population relance les services essentiels, les services renforcent l'économie stabilise les villages. Le pays entre ainsi dans une phase où les actions rapides produisent des effets cumulés, visibles dans la vie quotidienne. La double couche, défense active, puis présence durable, se confirme comme un modèle hybride qui convertit l'action militaire en reconstruction civile sans rupture de rythme. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme le coordinateur d'un système à plusieurs étages où chaque niveau soutient le suivant. Les bataillons sécurisent, les comités locaux prennent le relais, les coopératives ancrent la production et les infrastructures réparées prolongent l'effet des premières victoires. L'enjeu n'est alors plus seulement de défendre, mais de maintenir une continuité sociale à long terme. Le redressement ne se mesure donc pas uniquement en chiffres. Il s'évalue dans la stabilité des gestes, des écoles, des marchés et des villages, qui témoignent d'une reconstruction en mouvement. Le débat autour de l'efficacité du modèle burkinabé repose sur deux visions qui, de l'extérieur, semblent difficilement conciliables. La première, défendue par les observateurs sceptiques, considère que la présence constante des bataillons et des unités mobiles risque d'installer une militarisation diffuse du territoire. Selon cette lecture, la reconquête rapide pourrait avoir pour effet secondaire une dépendance excessive aux forces armées, transformant l'espace civil en prolongement permanent de l'appareil sécuritaire. Les sceptiques rappellent que d'autres pays de la région ont déjà connu des trajectoires similaires, où les victoires tactiques avaient fini par écraser les initiatives locales. Il souligne que la surveillance accrue, même justifiée par l'urgence, peut rapidement devenir un frein à l'autonomie communautaire. La seconde vision, portée par ceux qui observent le terrain de plus près, s'appuie sur les résultats concrets enregistrés dans les villages stabilisés. Pour eux, la présence militaire n'est pas un dispositif de contrôle, mais un socle temporaire qui permet la réactivation des activités civiles. Les marchés ont rouvert, les écoles ont repris, les puits fonctionnent et les habitants participent directement aux décisions locales. Dans cette perspective, l'armée ne remplace pas la population. Elle ouvre l'espace où celle-ci peut agir. Les coopératives agricoles se reforment, les comités communautaires stabilisent les quartiers et les ateliers locaux reprennent leurs fonctions. C'est la complémentarité entre sécurisation et reconstruction, et non leur confusion, qui expliquerait les progrès visibles. L'analyse la plus nuancée se trouve entre ces deux pôles. Les risques soulevés par les critiques existent bel et bien. Aucun redressement n'est durable s'il repose uniquement sur l'appareil sécuritaire. Cependant, les données disponibles montrent une articulation différente. Chaque intervention militaire est suivie d'un relais civil structuré, ce qui réduit la possibilité d'un verrouillage autoritaire. Les retours massifs de déplacés, la remise en service des écoles
et la réactivation des puits ne correspondent pas à une logique de contrôle, mais à une dynamique communautaire soutenue par l'État. Le point d'équilibre semble donc tenir dans ce mécanisme à deux couches qui limitent les dérives tout en consolidant les acquis. Un détail change tout. Au milieu du redressement, un élément jusque-là discret apparaît comme le véritable pivot, la manière dont les communautés locales se sont appropriées la stratégie nationale. Ce n'est pas un slogan, ni une consigne imposée, mais un glissement progressif où les gestes civiques ont commencé à prolonger automatiquement les actions sécuritaires. Là où les bataillons stabilisent une zone, les habitants reprennent immédiatement les routines essentielles, réouverture d'un marché, remise en marche d'un atelier, retour des enfants dans les écoles rénovées. Cette appropriation transforme l'intention initiale en dynamique propre. Le plus frappant tient au fait que la transition ne dépend pas uniquement des institutions centrales. Elle se diffuse par capillarité au rythme des comités locaux et des coopératives rurales. Ibrahim Traoré coordonne cet ensemble, mais la force motrice ne vient plus seulement du sommet. Elle circule à l'échelle des villages, là où les décisions concrètes façonnent la stabilité durable. Ce midpoint révèle ainsi que le moteur réel du pays n'est pas la reconquête en soi, mais la manière dont chaque espace repris devient immédiatement un lieu de production sociale. C'est cette bascule silencieuse qui modifie la trajectoire générale. Les effets concrets du redressement burkinabé se manifestent d'abord à l'échelle régionale, là où les frontières sont des lignes de vie pour les échanges. Pour les nations voisines, que certains désignent par ENN, la stabilisation progressive des zones rurales transforme les routes en corridors fiables. Les axes reliant le Burkina Faso au Mali ou au Niger permettent de nouveau la circulation régulière des marchandises, réduisant l'irrégularité qui minait les circuits commerciaux. Les flux transfrontaliers se normalisent, atténuant la pression migratoire et offrant aux États voisins un partenaire moins imprévisible. Cette dynamique renforce les coopérations déjà existantes, créant une stabilité relative dont bénéficie l'ensemble des échanges sahéliens. Pour les entreprises, que certains décrivent comme DN, les changements sont immédiatement palpables dans les localités qui ont retrouvé un niveau d'activité stable. Les marchés redevenus actifs offrent des débouchés continus aux coopératives agricoles, permettant un approvisionnement plus régulier en matières premières. Les ateliers locaux, souvent modestes, relancent la réparation de pompes, de matériel agricole ou de petites infrastructures, ce qui soutient la production et le commerce. Les investisseurs régionaux observent cette évolution avec prudence mais intérêt. La régularité retrouvée favorise des engagements limités mais ciblés, renforcés par la coordination nationale supervisée par Ibrahim Traoré. Pour les populations déplacées, que l'on nomme parfois ND, les effets sont directs et mesurables. Les familles retrouvent leur maison, leurs champs, leur routine, ce qui marque un retour à une vie quotidienne que les années de crise avaient fragmentée. L'accès à des infrastructures rénovées, écoles fonctionnelles, puis sécurisées, marchés régulés, renforce la cohésion sociale et la confiance envers les institutions. Les enfants, désormais scolarisés sans escorte, réintègrent des espaces d'apprentissage qui consolident la stabilité retrouvée. Les habitants qui reviennent deviennent ainsi les premiers acteurs d'une reconstruction qu'ils alimentent par leur présence même. Pour les collectivités rurales, que certains appellent KV, la transformation est plus structurelle. Les comités locaux, les coopératives et les réseaux communautaires participent directement aux décisions quotidiennes liées à la gestion de l'eau, des marchés ou des infrastructures agricoles. Cette implication renforce l'autonomie productive, réduisant la dépendance aux mécanismes extérieurs. Les projets agro-pastoraux, soutenus par une mobilisation locale élargie, stabilisent la production vivrière et améliorent l'organisation des récoltes. Les villages deviennent progressivement des nœuds cohérents, capables d'absorber les chocs externes et de maintenir le lien entre sécurité et économie. Pris ensemble, ces quatre groupes dessinent un effet domino structuré. La sécurité permet la reprise des activités, la reprise alimente la cohésion et la cohésion nourrit la stabilité durable. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette architecture comme un coordinateur général qui veille à ce que chaque avancée, même locale, renforce l'ensemble,
L'impact global ne se lit donc pas seulement dans les chiffres, mais dans l'équilibre retrouvé entre sécurité, autonomie et continuité sociale. Au moment où la reconstruction semble avoir trouvé son rythme, 3 trajectoires distinctes peuvent se dessiner pour les prochains mois. Elles ne reposent ni sur des paris hasardeux, ni sur des prédictions rigides, mais sur l'observation des tendances qui se sont stabilisées depuis les premières phases du redressement. Les cycles agricoles, l'activité des comités locaux, la sécurisation progressive des routes et la réactivation des marchés constituent les repères les plus tangibles pour comprendre ces projections. Scénario de base. Continuité structurée. Dans cette projection, la progression actuelle se poursuit sans accélération spectaculaire, mais sans rupture majeure. Les infrastructures remises en service, écoles, puis petits axes marchands, maintiennent leur rythme de fonctionnement. Les zones stabilisées étendent lentement leur périmètre, permettant aux localités voisines d'adopter les mêmes routines de réhabilitation. Les marchés régionaux gagnent en régularité, les coopératives renforcent leurs échanges et les familles récemment revenues consolident leurs activités agricoles. Ce scénario repose sur une variable centrale, la capacité des comités locaux à absorber les fluctuations saisonnières sans perdre leur cohésion. Scénario optimiste, amplification communautaire. Ici, les dynamiques existantes s'intensifient. Les coopératives rurales augmentent leur production, les ateliers techniques multiplient les réparations, et les réseaux de marché adoptent une organisation plus régulière. Les villes moyennes, soutenues par une circulation plus fluide sur les axes principaux, deviennent des pôles d'échange pour les régions périphériques. Les programmes sociaux, déjà actifs, gagnent en efficacité grâce à la participation accrue des familles revenues et à la création de micro-initiatives locales. Ce scénario suppose une chose, que l'élan communautaire reste constant, porté par des routines déjà solidement ancrées. Scénario pessimiste, pression climatique et tensions régionales. Une saison agricole difficile ou une instabilité dans un pays voisin pourrait ralentir certains progrès. Les récoltes diminueraient, les marchés reculeraient légèrement en activité et les retours de famille pourraient se stabiliser au lieu de progresser. Cependant, contrairement aux années précédentes, les comités locaux et les coopératives disposent désormais de marges d'adaptation, diversification des cultures, rotation de production ou entraide intervillage. Ce scénario ne décrit pas un effondrement, mais un ralentissement modulé par les structures communautaires mises en place. Sous ces 3 trajectoires, une même recommandation stratégique s'impose, raisonner en termes de résilience plutôt qu'en termes d'exploits ponctuels. La durabilité du mouvement dépendra de la cohérence entre sécurité, circulation économique et capacité des villages à maintenir leurs propres décisions quotidiennes. Les transformations observées dans les villages burkinabés trouvent un écho particulier chez ceux qui suivent cette trajectoire depuis l'extérieur. Elles montrent comment des gestes simples, répétés collectivement, peuvent recréer un environnement stable dans un contexte marqué par l'incertitude. Pour les citoyens ruraux, groupe A, l'effet est d'abord tangible. Les cultures reprennent, les marchés réapparaissent, et les coopératives renouvellent leur réseau d'entraide. Cette continuité quotidienne redonne une valeur à la terre, aux récoltes, au savoir-faire transmis de génération en génération. Les habitants y voient une reconnaissance de leurs efforts, souvent menés dans l'ombre. Pour les femmes et les familles déplacées, groupe B, la reconstruction offre un cadre où la dignité retrouve sa place. Les écoles rouvertes deviennent des espaces où les enfants peuvent se projeter, tandis que les infrastructures sociales permettent aux maires de participer activement aux décisions locales. Leur rôle s'élargit, elles deviennent organisatrices de coopératives, relais sanitaires ou actrices clés de la distribution alimentaire. La possibilité d'exercer ces responsabilités renforce leur autonomie et la cohésion du foyer. Pour les jeunes et les acteurs urbains, groupe C, la dynamique prend d'une forme différente. Ils voient dans les ateliers techniques, les réseaux agricoles et les projets communautaires une occasion de rester, de travailler, de créer, plutôt que de partir. Les initiatives autour de l'énergie solaire, de l'irrigation ou de la transformation alimentaire leur donnent des outils pour s'inscrire durablement dans la vie économique. Leur vision n'est pas celle d'un pays qui se relève seulement, mais d'un espace où ils peuvent participer pleinement. Pour chacun de ces groupes, un geste simple peut amplifier la trajectoire. Partager une compétence,
renforcer une coopérative, organiser un échange d'expériences entre villages ou soutenir un atelier local. Ce sont ces contributions modestes mais concrètes qui prolongent la stabilité déjà acquise. Pour transformer les acquis actuels en dynamique durable, la reconstruction burkinabé doit s'appuyer sur une organisation claire, progressive et mesurable. Le pays possède déjà les fondations, comités locaux actifs, infrastructures remises en service et routines communautaires solidifiées. Reste à structurer ses forces autour d'un plan simple, lisible pour chaque acteur, du village jusqu'aux instances nationales. Ibrahim Traoré en assure la coordination générale, mais l'efficacité dépend du rôle précis dévolu à chaque niveau. Étape 1, sécurité locale consolidée, qui, brigade mixte regroupant gendarmes, soldats et volontaires villageois. Action, maintenir une présence régulière dans les zones stabilisées, contrôler les axes secondaires et appuyer les retours familiaux. Camp en cycle hebdomadaire avec adaptation saisonnière. Mesure, nombre d'incidents signalés, continuité des retours et maintien des marchés. Étape 2, réhabilitation ciblée des infrastructures. Qui, comité communautaire, techniciens ruraux et unités d'appui civique. Action, prioriser les écoles, les puits et les petits axes marchands. Camp, intervention mensuelle par zone, avec rotation entre quartiers, mesure, taux d'utilisation des écoles, volume d'eau accessible, fréquence des activités de marché. Étape 3, soutien économique structuré, qui, programmes sociaux et coopératives locales. Action, fournir outils, formation, microcrédit et accompagnement agricole. Camp, calendrier trimestriel synchronisé avec les saisons de culture, mesure, rendement par hectare, stabilité des revenus et nombre d'ateliers actifs. Étape 4, gouvernance locale renforcée. Qui, autorité décentralisée et comité de village. Action, superviser, budget, projet et mécanismes de transparence. Camp, réunions mensuelles ouvertes aux habitants. Mesures, nombre de décisions locales appliquées, participation citoyenne, qualité des suivis. Ce schéma permet de maintenir la cohérence entre sécurité, infrastructure et production locale, garantissant que chaque espace stabilisé devienne un lieu durablement autonome. Dans les villages que l'on a traversés tout au long de ce récit, les signes du redressement ne se lisent pas seulement dans les infrastructures rénovées, mais dans la persistance des gestes dont tout est parti. Là où Mariam a rouvert sa classe sous un toit de tôle, les enfants occupent désormais chaque banc avec une régularité qui semblait impossible il y a encore peu. Le mécanicien du Mouhoun, dont l'atelier minuscule paraissait dérisoire face à l'ampleur de la crise, continue de remettre en marche les pompes qui soutiennent la vie quotidienne. Ces actions minuscules, en apparence, constituent la trame sur laquelle repose la stabilité retrouvée. Dans cette continuité, Ibrahim Traoré n'est pas mis en avant comme figure isolée, mais comme celui qui orchestre la cohérence générale, reliant les décisions nationales à ces gestes silencieux qui donnent corps à la reconstruction. Les villages qui hier perdaient leur souffle retrouvent une cadence, une cohésion, une manière d'habiter leurs propres espaces. Ce lien entre la protection et le quotidien, entre l'effort collectif et les routines redevenues possibles, donne à la trajectoire burkinabé une profondeur humaine qui dépasse les chiffres. C'est ici que tout recommence vraiment. À la fin de ce parcours, une évidence se dégage. La reconstruction burkinabé ne repose pas seulement sur des stratégies, mais sur une énergie collective qui circule des villages jusqu'aux espaces de décision. Les marchés rouverts, les ateliers remis en marche et les écoles redevenues vivantes montrent qu'un pays peut retrouver son équilibre quand chaque citoyen choisit de transformer la peur en initiative. Les gestes que l'on a observés, enseignés, réparés, cultivés, organisés, rappellent que la stabilité durable se construit d'abord dans la vie quotidienne, bien avant d'apparaître dans les chiffres ou les discours officiels. Partager ces récits, en discuter autour de soi, soutenir une coopérative locale, encourager un atelier ou une initiative villageoise. Ce sont des actions modestes en apparence, mais qui prolongent le mouvement enclenché. L'exemple burkinabé montre que lorsque les communautés reprennent confiance, elles deviennent les premières architectes de leur avenir. Cette dynamique patiente et cohérente mérite d'être suivie, comprise et transmise. La question reste ouverte. Comment, dans votre propre communauté,
Pouvez-vous transformer un défi en opportunité et donner à la cohésion locale la force d'un véritable changement ?